écouter Monsieur Tariq Obrou, l'imam de Bordeaux. Mais quand je vois ce qu'il dit... Avec nous, alors on va peut-être pouvoir le rappeler pour qu'il puisse répondre... écoutez, je retweet immédiatement, voilà, comme ça, chacun pourra vérifier. Attendez. Mais ce que je veux dire par là, si vous permettez... On ne sait pas dans quel contexte ont été dits ces propos, il y a combien d'années, quelle a été, il nous parlait lui-même de son cheminement. Les gens ont aussi le droit d'avoir changé d'avis. Il n'est pas ici pour se défendre de ses propos, donc pour revenir sur le... D'accord, mais vous l'avez laissé parler pendant un certain temps. Excusez-moi, on peut aussi peut-être un peu apporter un peu de... Voilà, j'adore quand il est présenté que s'il a changé, c'est très bien. Je suis content. Oui, pardon, parce que si c'est ça le débat, moi je connais pas M. Oubrou, je ne peux pas le défendre. Si ces propos sont vrais, ils peuvent être discutables, mais enfin quand même, si c'est ça le sujet, le but c'est de disséquer le passé de tout le monde, M. Mariani. Au Rassemblement National, vous aviez l'ancien directeur de la sécurité de Lafarge qui a collaboré avec Daesh en Syrie, il était chez vous. Quand Gérald Darmanin parle d'un parti lié à l'islamo-gauchisme qui détruit la République, là encore, on voudrait parler de ce sujet-là. Je pense que l'histoire jugera cruellement les gens qui emploient ce mot-là. Parce que pour moi, c'est le nouveau judéo-bolchevique, l'islamo-gauchiste. Ah ouais, c'est comme ça. Voilà, je le dis. Je vous le dis. Je pense que. Quand même. Hein, vous êtes bien islamo-gauchiste. Oui, comme il y a des gens qui se permettaient avant, dans les tribunes, de parler des gens de judéo-bolchevique. Est-ce que vous allez à des fêtes organisées par le CCIF? Des fêtes. Non mais vous n'allez pas me refaire la même question qu'il y a 5 minutes, Laurence, parce que sinon je fais pause, je reviens en arrière et puis je rediffuse toute la soirée. Des fêtes. Non mais c'est parce qu'il ne comprend pas la définition. Des fêtes d'islamo-gauchistes, c'est-à-dire qu'on se réunit le soir et on fume des chichas en se disant c'est vraiment bien d'être islamo-gauchiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était uniquement pour faire plaisir à ses amis riches? Non mais moi déjà quand je vois ces chiffres, je pense aux 10 millions de pauvres dans le pays. D'ici la fin 2020, il y aura 10 millions de pauvres dans le pays. Il y a 8 millions de personnes. Ça va pas aller en s'arrangeant avec le coronavirus. Qui demandent l'aide alimentaire. Je veux dire, demander l'aide alimentaire, c'est difficile pour les gens. Ils le vivent avec une honte. Moi je dis qu'ils n'ont pas à être honteux, mais c'est surtout ça qui est incroyable. C'est qu'en un an, en tout cas ce qu'on a vu, c'est que de 2017 à 2018, on a versé 9 milliards d'euros de dividendes en plus. C'est ça les effets de cette réforme. Et ça a quelque chose de concret, c'est que Macron, il abandonne l'idée de solidarité. Il abandonne l'idée qu'on utilise cet argent. Par exemple, il faudrait environ 7 milliards pour sortir de la grande pauvreté. Pas de toute la pauvreté, mais de la grande pauvreté. Voilà, 7 milliards, on a distribué 9 milliards d'euros de dividendes. La politique, c'est pas si dur que ça. Il y a des moments où c'est simple et il faut voir les choses simplement. Première des choses, c'est qu'on nous a dit que ça marcherait pour l'économie. Et le rapport de France Stratégie, il a beau dire qu'on ne sait pas encore totalement. Moi, j'ai lu une phrase, c'est qu'il n'y a aucun effet significatif, par exemple, de la flat tax, qui était l'autre taxe qu'on a supprimée, enfin qu'on a instaurée, sur l'investissement des entreprises. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Et il y a ça, c'est le débat d'efficacité, et puis il y a le débat en termes de valeur. Est-ce qu'on va se mettre à se concentrer sur le fait d'exonérer de cotisations, de dividendes, etc., des entreprises, alors qu'il y a 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté en France? C'est-à-dire qu'il y a 10 millions de personnes qui vivent avec moins de 1063 € par mois. C'est ça la vraie question. C'est est-ce qu'on crée une société solidaire ou pas? Moi, je le dis, on est en train de créer un enfer pour les pauvres et un paradis pour les riches en France. Vous vous souvenez, en 2008, on nous avait dit la même chose. Là, on va vivre une crise. Michel Rémy qui a envie de vous répondre. Non. Je le vois venir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la France n'est pas devenue un paradis pour les ultra-riches. Et donc, c'est pas... Comment vous expliquez? On est loin de l'attractivité. Comment est-ce qu'on explique dans ce cas-là qu'on nous ait dit la même chose en 2008 après la crise des subprimes et qu'on se retrouve après la crise de 2008 aujourd'hui avec 4 fois plus de milliardaires qu'avant? Vous savez, on n'est pas contre des dissolutions en soi. Le problème, c'est au nom de quoi? On demande des éléments qui justifient la fermeture. Ici, on est dans un état de droit, c'est ce qui fait notre force, notre différence aussi par rapport aux fanatiques. Donc, moi, je pense qu'il faut être intraitable avec les ennemis de la République. Par contre, ça ne doit pas être une vendetta contre les gens qu'on n'aime pas. C'est un peu différent. Il faut faire attention. Sinon, si on tombe dans ce travers-là, est-ce qu'on va fermer les Loubavitch juifs, vous voyez, ou des intégristes de toutes les religions? Il faut faire attention, le conservatisme ou la lutte contre le sectarisme religieux ne se traite pas de la même manière que le terrorisme. Sylvain Maillard, ces décisions ont été prises, Gérald Darmanin les a justifiées, elles n'ont pas été prises au hasard. Mais non, évidemment que non. Et honnêtement, je salue le porte-parole de LFI parce que c'est évidemment compliqué d'être à sa place parce qu'il y a un mouvement qui est complètement de LFI qui est vraiment dans l'ambiguïté et que le CCIF, Baraka City, ce ne sont pas des gentilles associations, ce sont des officines qui prônent le salafisme, qui prônent ou qui sont affiliées aux frères musulmans. Mais pour en finir avec le terrorisme, c'est-à-dire qu'il va falloir un tour de vis
Oui, mais moi je demande à M. Maillard qui nous explique qu'on serait ambigu sur la question par rapport à des organisations comme le CCF. Moi je vous le demande monsieur, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, Gérald Darmanin est à une réunion du CCIF en 2013 si c'est vraiment des ennemis de la République? La délinquance est en hausse. En tout cas, c'est ce que révèle le bilan du ministère de l'Intérieur pour l'année 2019, publié aujourd'hui. Les chiffres montrent une forte hausse de la délinquance en France. Vous la lisez avec moi. Puis j'ai envie de me tourner vers David Guiraud, avec qui on a souvent ces débats autour des chiffres de la violence, du sentiment d'insécurité dans notre pays. On est souvent revenu sur ces questions ensemble. Quand on parle d'insécurité, David Guiraud, il y a toujours une voix pour dénoncer une construction médiatique. Il y a un moment, il va falloir arrêter de faire les trucs. 10 contre 1, je mets 20 € sur la table, ce sera vous. Mais ces chiffres-là, on les connaissait déjà. Hein. Ah bon, ils ont été publiés aujourd'hui, vous avez des... Non, mais parce que Darmanin dit qu'il va les publier tous les mois. Sauf qu'en fait, le service statistique du ministère de l'Intérieur publie déjà. Bon, il y a une... Écoutez, moi je suis évidemment pour l'union nationale et je pense que face au terrorisme, il faut qu'on soit unis. Maintenant, on ne doit pas non plus être unis sur des bases complètement hypocrites. Et le mot islamophobie, c'est un mot qui est un mot terriblement pervers et je vais expliquer déjà, pourquoi. observez bien la manière dont le débat a glissé de la lutte contre le terrorisme à celui d'autre chose qui est du débat sur l'islamophobie. Moi, je suis pour déjà protéger les Français. La lutte contre l'islam radical, en tout cas. La lutte contre l'islam radical. Donc contre l'islamophobie. La haine anti-musulmane, c'est mon combat. C'est mon combat tous les jours. Très bien. Parlez-en à Gérald Darmanin, qui participait à des réunions en présence du CCIF, où justement le thème de la réunion à Tourcoing en 2013, c'était la lutte contre l'islamophobie. Il n'avait pas moufté à ce moment-là. Donc demandez-lui pourquoi il y était. Maintenant, je vais vous dire une chose. À partir du moment où vous voulez lutter contre la radicalisation et contre, disons, l'islam radical, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi Emmanuel Macron va voir Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui est un des grands pourvoyeurs, un des grands sponsors de l'islam radical, et qui lui dit, j'ai la citation, en novembre 2017, je suis un de vos amis, votre frère, à Mohamed Ben Salman, c'est-à-dire une des personnalités qui fait la promotion de l'islam radical dans le monde. On leur vend des armes à ces gens. On voit sur cette question, écoutez ce qu'en disait Manuel Valls aujourd'hui. Ah, le meilleur. Tiens. Tous ceux qui, comme moi ou d'autres, se sont fait traiter pour avoir désigné l'ennemi depuis plusieurs années comme ceux qui divisaient la société, voire même s'ils n'étaient pas d'extrême droite. Donc, il faut mobiliser la société, il faut que tout le monde soit au clair. La désignation de l'ennemi, les mots sont importants. L'islam politique, ne plus rien céder à cet islamisme, à cet islam politique. Alors l'islam politique, islamisme, islam politique, différentes façons de nommer le phénomène. Votre réaction tout d'abord, rapidement, David Guiraud. Oui, il a dit que Jean-Luc Mélenchon aussi était islamo-gauchiste. Écoutez, moi je pense que dans ce débat, il faut être lucide. Manuel Valls, c'est lui qui en 2015 a signé 10 milliards de contrats avec l'Arabie Saoudite. Donc c'est lui qui a des comptes à rendre, pas moi. Hein. Moi, personnellement, je n'ai pas donné d'argent à des régimes comme ça. D'accord ? Donc moi, j'aimerais bien que les gens qui font ce procès regardent un peu leur pompe et se rendent compte de ce qu'ils ont fait pour le pays. Parce que quand on arme un pays comme l'Arabie Saoudite, ne vous étonnez pas derrière qu'il y ait des renforcements aussi de ce genre de réseau terroriste. D'accord ? Donc moi, je veux qu'on soit clair sur ça. Une personne comme Manuel Valls qui ose nous dire qu'on est islamo-gauchiste, qu'on a honte, lui, quand il a été au pouvoir, il a fait ça à 10 milliards d'euros à des régimes obscurantistes. Voilà. Au début, on va arriver en faisant des gestes barrières et puis on va rencontrer telle ou telle personne de sa famille, peut-être boire un verre. Ça fait partie, d'ailleurs le président de la République l'a dit, fait partie de la convivialité. Et malheureusement, peut-être moins respecter les gestes barrières. Et souvent, les cas de contamination sont venus de ces cas-là. Mais je vous vois hocher la tête, mais c'est statistique. C'est pas, voilà. Bon, non, mais c'est pas ça, monsieur. C'est juste que je comprends mal comment... moi, je veux bien entendre des choses. Je veux dire, je suis pas là pour appeler à la panique. Mais si vous interdisez d'être plus de 6 à table, comment est-ce que vous allez regarder dans les écoles des réfectoires où il y a 200, 300, 400 enfants qui vont manger ensemble sans protection ? Non mais c'est fait sous un protocole. C'est pas parce qu'il y a l'existence d'un protocole qui marche. Écoutez, moi j'essaie de vous dire quelque chose de simple. Donc, il y a des choses. Attendez, je vais juste finir. Yannick Séverine ensuite. Parce que c'est un débat. Oui, il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas. Il y a des choses. Le Covid, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu prévoir. Je l'accepte. C'est pour ça qu'on est prêt à consentir à des sacrifices, à appeler à la responsabilité. Je dis juste que ce qui énerve les Français, c'est qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Le Covid, l'épidémie, une épidémie qui est très grave. Ça, on le contrôle pas. Je veux bien comprendre que ça soit difficile. Mais les 4000 lits dans l'hôpital supplémentaire. Non mais écoutez, mais oui, mais attendez, c'est-à-dire qu'on se prive de choix politiques. Vous focalisez sur écoutez les enseignants qui vous disent que par exemple ils ont reçu des masques qui sont peut-être toxiques. C'est ce que vous disent les enseignants. Les masques dignes sont peut-être des masques privés. Comprenez qu'ils ne soient pas contents. On arrive à faire rentrer en France plus de 250 000 personnes par an
de nouveaux migrants. On peut avoir... Là, vous êtes très fort, on l'attendait. Là, vous êtes très fort quand même. Parce que c'est bien, parce que Jean Messia, il prouve que le Rassemblement national, en fait, ne fout rien. À l'Assemblée, de toute façon, on les voit jamais sur le Covid, etc., sur l'épidémie, sur des 11 propositions de loi. Voilà. Alors nous, on à faire ça. Et en attendant, il y a Jean Messia qui dit allez, on va ramener des Africains en brouette, ça va être des médecins. Et puis après, une fois que ça sera fini, vous êtes contre l'immigration tout d'un coup. Donc ça, c'est le projet de société de Jean Messia. Vous êtes tellement ça va sûrement être très convaincant. Juste pour les gens qui nous rejoignent seulement maintenant, ce n'est pas un débat sur l'immigration. Voilà, exactement. Vous êtes tellement antinational que lorsque l'immigration devient pro-nationale, vous la refusez. Jean Messia, s'il vous plaît, on laisse parler David. Vous êtes un anti-français patenté. Jean Messia, s'il vous plaît. Jean Messia, je pense surtout que vous n'avez rien foutu sur le Covid et que vous avez toujours... Non mais d'abord, vous ne parlez pas comme ça d'abord. Peut-être que c'est comme ça qu'on parle à la respectez-vous les Rassemblement national. S'il vous plaît, c'est la dernière de la semaine. Vous ne parlez pas comme ça, vous retenez ce que vous avez dit, parce que d'abord vous êtes plus jeune que moi, vous me devez le respect.